journal de la RFM. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, une partie des migrants disparus en mer depuis plus d'un mois retrouvés au Cap-Vert. 38 rescapés et 7 corps sans vie sur la centaine de candidats qui avaient embarqué de Fass-Boye. Dans ce journal, la réaction des familles sur place et vous entendrez également le témoignage édifiant d'un ex-migrant clandestin rapatrié en 2019 sur les conditions pénibles de voyage. Mystérieuse disparition d'une femme enceinte de 9 mois, la famille de Fama sans nouvelles. Depuis hier, une plainte a été déposée pour enlèvement. Nouvelle apparition du chikungunya dans le sud-est du Sénégal. 44 cas de cette maladie ont été recensés à Kédougou. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la gestion de la crise de l'immigration clandestine par les autorités sénégalaises, mais aussi d'autres pays de la sous-région. À la mise en onde, Lamine Sow. Souleymane Niang. La pirogue dont on n'avait aucune nouvelle depuis son départ de Fass-Boye le 10 juillet dernier avec une centaine de migrants à bord. L'embarcation donc a échoué au Cap-Vert. 38 migrants ont été secourus hier au large des îles du Cap-Vert. Donc 7 corps sans vie ont été retrouvés à bord de la pirogue qui transportait au départ de Fass-Boye 101 passagers. La police nationale capverdienne procède ce matin à l'identification des migrants. 6 parmi eux sont actuellement à l'hôpital, dont 2 en soins intensifs. On fait le point avec vous, Anna Rocha. Dos migrantes socorridos por navio de pesca espanhol Zilarias. L'information fait la une ce matin du journal de la radio nationale capverdienne, la RTC. Après avoir été secouru hier 15 août par un navire de pêche espagnol à quelques mètres de l'île de Sal, le commandement régional de la police nationale capverdienne procède ce matin à l'identification des migrants. L'adjoint du commandant régional confirme que 32 migrants sont installés dans une école près du quai de Palmera. Parmi les 32 survivants, 6 sont évacués à l'hôpital, dont 2 en soins intensifs et 4 en observation. La police nationale est responsable de leur sécurité. Les services aux frontières poursuivent l'identification des migrants pour des informations plus fiables. Et depuis leur arrivée, hier vers 13h, notre préoccupation était plutôt humanitaire. 7 corps sans vie ont été retrouvés à bord de la pirogue qui a quitté Fass-Boye dans la région de Thiès le 10 juillet dernier. La source policière ajoute que depuis le 1er août, les passagers étaient sans nourriture. Leur état de santé a donc commencé à se détériorer, ce qui a fini par causer la mort par déshydratation de certains migrants. Les ONG de défense des droits de l'homme sont sur place pour aider les survivants à notamment rétablir le contact avec leurs familles ici au Sénégal. Notre point focal travaille étroitement avec les autorités sur l'île de Sal pour l'identification des personnes, mais surtout essayer de rétablir le contact avec leurs familles. Nous sommes peinés par ce nouveau drame dans nos eaux. Que acaba por mostrar mais uma vez que o drama humano também está nas nossas águas marítimas. A précisé que parmi les passagers de la pirogue, il y avait 2 Bissau-Guinéens selon la radio nationale capverdienne. L'un a succombé. La réaction de Khalifa Ababakar Sall, l'ancien maire de Dakar, se dit ému par la disparition au large du Cap-Vert de migrants en provenance du Sénégal à destination de l'Europe à la recherche d'un avenir meilleur. La recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime interpelle notre responsabilité de manière générale, celle de l'État en particulier, a-t-il fait savoir dans ce message. Naître, grandir et réussir chez soi est possible toujours selon Khalifa Ababakar Sall. Dans un instant, nous irons à Diogo, Fass-Boye et environ où les familles des migrants qui avaient quitté cette localité de la région et qui ont échoué au Cap-Vert sont inconsolables. Vous entendrez notamment le témoignage d'un membre de la cellule de communication. Mais avant ça, migrant de retour, Ndiaga Gueye était parti en mer, direction l'Espagne. Le migrant quittant Cayar à bord d'une pirogue d'une centaine de jeunes embarqués. Les passagers étaient restés des jours sans nourriture, des moteurs en panne. Bilan, un mort. Ndiaga et compagnie n'ont pas réussi à rallier les îles Canaries. Ils n'avaient pas réussi à l'époque, c'était en 2019. La marine marocaine les avait forcés à faire demi-tour.
Il s'est confié à Koumba Sandiane Faye. Lui et ses compagnons étaient au nombre d'une centaine à bord d'une pirogue artisanale. Direction l'Espagne. 13 jours en mer, mais à partir du 10e, c'est le début de la galère. Deux jours sans manger ni boire. À un moment, ces migrants étaient perdus. La situation s'est empirée lorsque les moteurs ne tournaient plus. Sous le regard, un des leurs ne pouvait plus supporter. Il est décédé. Finalement, faire demi-tour a été la meilleure option et cela n'a pas été facile. La famille de Ndiaga et tant d'autres. RFM, la radio de toute l'actualité. 44 cas de chikungunya recensés en 13 jours dans la région de Kédougou. La maladie commence à prendre de l'ampleur dans le district sanitaire, dans les districts de Kédougou et de Saraya, qui sont les plus touchés. D'ailleurs, des recherches actives viennent d'être initiées par la direction régionale de la santé de Kédougou pour endiguer donc le phénomène. Correspondance Ibrahima Diabakhate. Le chikungunya fait son apparition dans la région de Kédougou. Les districts sanitaires les plus touchés sont ceux de Saraya et de Kédougou. D'un cas recensé à la date du 3 août dernier dans un site sentinelle du district sanitaire de Kédougou, le nombre est passé à 44 en 13 jours. Dr Ababakar Mbaye est le directeur régional de la santé de Kédougou. Le premier cas que nous avons eu dans un site sentinelle dans le district sanitaire de Kédougou. Le 10 août, on a eu 4 autres cas, dont un dans le district sanitaire de Kédougou, plus précisément le centre de santé, donc, mais aussi 3 cas de Saraya. Aujourd'hui, on nous a notifié encore des résultats dont les prélèvements il y a quelques jours. Donc c'est 37 cas qui nous sont revenus positifs. Ce qui veut dire au total à ce jour, nous avons 44 cas de chikungunya dans la région de Kédougou. Cette arbovirose classée algo-éruptive avec un syndrome similaire à celui de la dengue nécessite une prise en charge précoce pour éviter tout débordement. Docteur Ababakar Mbaye. L'enjeu de cette maladie, c'est qu'il n'y ait pas quand même trop de cas. Parce que quand il y a trop de cas, ça peut être incontrôlable. C'est pour cela que les mesures que nous avons prises actuellement, c'est de prendre en charge ces cas-là, là où ils sont, parce que c'est des cas qui ont été identifiés. Mais aussi, il y a d'autres cas similaires, peut-être qu'on n'avait pas pu diagnostiquer. Pour l'heure, des recherches actives sont en cours sur des cas similaires de chikungunya au niveau de toutes les structures sanitaires de la région pour parer à toute éventualité. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Les habitants de Kermassar Sud sont confrontés à des problèmes d'accès aux soins. La commune n'a que 3 postes de santé. Les quartiers enclavés comme Missira, Sotrak, Baïnias, Madiabel, entre autres, crient leur calvaire. Ils réclament des postes de santé dans leurs quartiers respectifs. Aminata Ba. L'accès aux soins est un véritable problème. Baïnias. Au niveau de Kermassar Sud, nous n'avons que 3 postes de santé pour toute la commune. Même le poste de santé qui est actuellement au niveau de Aladji Paté est impraticable. Il est dans les eaux. Actuellement, nous sommes sous location. Pour se soigner, c'est un énorme problème. Pour l'accès déjà à ce poste de santé, c'est très difficile. Toutes les rues sont inondées. Les habitants de Missira Sotrak subissent les conséquences de l'absence de poste de santé dans leur quartier. Philomène s'en offusque. Quand une femme veut accoucher ici, elle va aller à Madame Ba. Si c'est à 2 h du matin, tu es obligé de réveiller le voisin ou bien un chauffeur qui habite près de chez nous. Ça pose problème. La distance est un peu longue. Parfois, tu ne peux pas marcher. Tu peux accoucher même avant d'arriver à Madame Ba. Pape Malassambou réclame d'autres postes de santé à Kermassar Sud. Notamment au niveau des parcelles assainies, unité 6 ou bien unité 5. Les parcelles assainies ont été configurées pour avoir gendarmerie, police et notamment des postes de santé. Donc la place y est. Demandons également au ministre de la Santé de venir nous aider sur ce point-là. À Kermassar Sud, au-delà de l'inexistence de postes de santé dans plusieurs quartiers, l'enclavement et le mauvais état des routes constituent aussi un véritable handicap pour l'épanouissement de la population. Aminata Ba, Kermassar, Radio Futur Média. À Bambey, les eaux de pluie ont fini de prendre possession des différents lieux stratégiques. Les rues, certaines maisons et la route nationale numéro 3 sont complètement envahies.
L'activité économique est aujourd'hui au ralenti du fait de cette situation. Reportage Babacar Diouf. La route nationale numéro 3 presque coupée, des rues inondées, des étables fermées, des maisons presque inaccessibles. À Bambey, les chauffeurs de taxi ne travaillent presque plus. Les eaux de pluie commencent à dicter leurs lois. Non, qui n'a parce que mënatuñu egsi fii amatuñu accès pour mën a wàcc gaaraas parce que gare routière bi doxatut fi mu toll nii xanaa xëy toog rek parce que fi la nit ñi xam mu nekk lu metti wax dëgg yàlla ci mënuñu dara nag clients yi bëri léeg-léeg fa la ñu taxaw alu Dakar yi deen yëpp te loolu vraiment metti na trop. Aux alentours de la gare routière, les commerçants ont baissé rideau. Tu vois, toutes ces étals sont fermés. Personne ne peut travailler dans ces conditions. Nous ramassons nos mangues. Les conducteurs de moto Jakarta ne trouvent plus clients du fait de l'état de la route et des sols. Du Grand Magal de Touba. Nous sommes sur la route nationale numéro 3. Beaucoup de véhicules empruntent cette route en cette veille de Grand Magal de Touba. Malgré cette situation inconfortable, aucune autorité ne s'est encore penchée sur la question. Bambey, RFM Babacar Diouf. À Fatick également, la gare routière est presque bloquée depuis l'installation de l'hivernage. Les eaux de pluie ne ruissellent pas en raison de l'absence d'un dispositif d'évacuation. Toutes les activités autour de la gare routière sont affectées aux grandes dents des chauffeurs et commerçants. Aminata Goudiaby. Une démarche hésitante pour ne pas salir les vêtements blancs qu'elle porte. Amiba fait attention pour ne pas patauger. Les eaux des pluies stagnantes empêchent la circulation normale aux alentours de la gare routière de Fatick. Cette situation se produit presque chaque année. Quand l'hivernage s'installe, les activités tournent au ralenti. El Haj, un chauffeur de taxi, est dégoûté. Cette situation, c'est pas bon. Chaque année, c'est le même problème. Tous les jours, ça complique un peu de travail. Degen est gérante d'une gargote et ses clients se font rares. Pourtant, le président du groupement des chauffeurs de Fatick a fait de multiples démarches auprès des autorités locales. Mais rien, il n'y a toujours pas de dispositif pour l'évacuation des eaux des pluies. Pape Gueye. Le gouverneur, le préfet, la mairie sont venus, ils ont vu le problème, ils ont préconisé une solution. Mais depuis lors, comme il y a 2 points creux de la gare routière, avant l'entrée de la gare routière et puis de sortie de la gare routière vers les ronds-points. Aucune porte de la gare routière n'est accessible. Même hier, j'ai fait des démarches. Le ministère de l'Urbanisme, en collaboration avec la mairie de Fatick, a entamé des travaux d'aménagement du boulevard Macky Sall. Piétons, automobilistes et commerçants espèrent que cet investissement va régler une partie de ce problème. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. 12h13 à Rufisque, 40 ex-travailleurs du fonds d'entretien routier autonome en veulent au maire de Rufisque-Est pour rupture abusive de contrat et refus de paiement de 2 mois de salaire. Il donne un ultimatum de quelques jours à Elimane Sakho Sembène pour régler ce problème. Correspondance à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Malgré la pluie et les difficultés de déplacement qu'elle engendre, ces ex-travailleurs de la commune de Rufisque-Est se sont donné rendez-vous à leur poste habituel de travail pour une mobilisation en guise de contestation contre le maire Elimane Sakho Sembène. Il leur doit 2 mois derrière des salaires, selon eux. Mamadou Diop Traoré est leur porte-parole. Quand des agents de la route qui travaillent matin et soir, quand la salaire vient, la poussière et tout, ils essaient de faire le maximum pour plaire à leurs obligations qu'ils devaient à la mairie et à la FERA. Et le fonds d'entretien routier autonome devrait nous assister. Nous sommes ici par rapport à ça pour que ça ne se reproduise pas. Si ce n'est pas nous et les autres qui sont dans cette même situation, qu'ils puissent ne pas avoir ce même problème. Les manifestants reproche aussi à l'édile de Rufisque-Est sa gestion népotiste. On nous a mis à la porte le maire de la commune de Rufisque-Est, du nom de Elimane Sakho Sembène, qui nous a mis à la porte sans raison. Et depuis plus de 7 mois, on nous doit 2 mois de salaire qu'on ne nous a même pas payé. En plus de ça, quand on aille à la mairie pour demander ce qui se passe par rapport à notre salaire, il nous amène la police. Le commandant de la brigade se trouve à Guymourit. En plus, appelle nos agents pour leur intimider. Et ça ne devrait pas être dans un pays de droit. Très déterminés, ces pères et mères de famille demandent l'arbitrage des responsables du fonds d'entretien routier autonome et des autorités compétentes. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. 20 des meilleurs élèves de Kaolack sélectionnés par l'inspection d'académie pour participer à des camps de vacances solidaires. Une initiative du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ces camps vont faciliter leur intégration dans le monde du travail, mais également
renforcer leurs compétences. Mamdiara Diop, directrice du service national d'orientation professionnelle, s'exprime au micro de Fatoumbo. Ce camp, ce n'est pas un camp de vacances ordinaire. C'est axé sur l'identification des compétences déjà des jeunes, ce qu'on appelle les évaluations de potentiel, en vue de renforcer leurs compétences de vie, renforcer leur connaissance des métiers et des formations. Ils vont se mettre en action autour d'un métier, faire des exercices. Ils vont aller dans des centres de formation, le CFP, le lycée technique, être dans des ateliers. Ils vont aller aussi sortir, visiter des entreprises pour voir le milieu professionnel autour d'un métier. Donc sur des métiers numériques, sur des métiers techniques purs. Donc c'est tout un programme que nous avons concocté pour eux et nous pensons qu'au sortir de cette activité, ils vont être renforcés aussi bien en compétences techniques qu'en compétences de vie. Et c'est le service national d'orientation professionnelle à ces missions-là. Les jeunes qui sont en camp sont au nombre de 20 parce que le critère majeur, c'était les résultats scolaires. Et nous voyons que si on a un nombre important de filles, ça veut dire que ces filles font les meilleurs résultats actuellement dans nos collèges. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour sur la pirogue qui a échoué au Cap-Vert avec à son bord 38 migrants qui ont été secourus et 7 corps sans vie qui ont été retrouvés à bord de l'embarcation qui était partie, je vous le rappelle, de Fass-Boye avec à son bord 101 candidats à l'immigration irrégulière. À Diogo, Fass-Boye et environ, les familles des migrants qui avaient quitté cette localité de la région de Thiès sont inconsolables. Ils attendent de l'État une diligence dans le rapatriement des rescapés et des corps sans vie qui ont été retrouvés. El Hadj Sarr fait partie de la cellule de communication des populations de Fass-Boye. Il est au téléphone avec Boubacar Dia. Les populations de Fass-Boye, Diogo et Mboro se sont réveillées dans la tristesse, dans une douleur immense. Tout le monde est inquiet en ce moment. Nous ne savons pas, est-ce que tous nos fils ou bien nos enfants sont morts en mer. L'essentiel, nous avons que, d'après le communiqué, qu'il y a eu 38 rescapés. Donc des rescapés, mais également des corps qui ont été retrouvés dans la pirogue. L'autre chose que nous souhaitons, c'est également une diligence, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons eu quelques informations. Certains rescapés ont réussi à nous joindre, mais pour les autres, nous n'avons pas d'informations parce que les médecins nous ont dit qu'ils sont en soins intensifs. De ce fait, nous devons attendre qu'ils se rétablissent un peu pour pouvoir leur parler et savoir si certaines familles ont perdu des proches ou pas. Retour également sur les 44 cas de chikungunya recensés à Kédougou. C'est la 3e flambée du genre, selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de la Prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, joint tout à l'heure par Salimata Aw. Maladie de chikungunya dans la région de Kédougou. Depuis plus de 2 semaines, nous avons eu quelques cas, n'est-ce pas, qu'on nous avait signalés, mais avec les investigations et le traitement des prélèvements en collaboration bien sûr avec l'Institut Pasteur de Dakar, ça a été confirmé qu'il s'agit donc de cas de chikungunya qui, en fait, c'est pas pour la première fois qu'on l'observe dans la région de Kédougou, mais également c'est une maladie qui apparaît de plus en plus dans la plupart des régions du Sénégal. Mais qu'à Kédougou déjà en 2009 c'était apparu, 2009-2010. La dernière flambée date de 2015, et maintenant nous avons également une flambée parce qu'au total aujourd'hui, on peut comptabiliser ou avoir notifié près d'une 40 à 45 cas de chikungunya dans la région et que nos équipes sont également sur place pour approfondir l'investigation. Mais pour rappel seulement que c'est une maladie maladie virale bien sûr transmise par un vecteur, notamment le moustique. C'est ce qui explique d'ailleurs sa prévalence dans nos zones, dans toutes les régions, on peut en trouver. Pourquoi principalement dans ces zones aurifères, docteur? Non, ce n'est pas lié à une zone aurifère en réalité, mais c'est peut-être que
parce que c'est un moustique qui ne vit pas seulement qu'à Kédougou, c'est le moustique Aïdes que nous avons ici, qui est là à Dakar, ailleurs, partout dans les régions. Mais peut-être qu'il a trouvé des conditions écologiques un peu favorables dans ces zones, c'est possible quand même, hein. Mais c'est un moustique, pour dire les conditions écologiques favorables à ce moustique, c'est l'existence de gîtes larvaires, notamment que ce soit des flaques d'eau, que ce soit en tout cas tout ce qui peut aider ou favoriser la pullulation de ces moustiques aux alentours ou à côté ou à l'intérieur des maisons. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour Souleymania, bonjour à tous. Coup d'État au Niger, discussion au point mort entre les membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sur les sanctions de la CEDEAO. C'est cela, Souleymane, et la communauté internationale qui suit de près la situation au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Un communiqué final sur la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba le 14 août dernier. Un communiqué toujours attendu. Khadija Touane. Un autre diplomate africain qui a participé à la réunion affirme que les pays d'Afrique centrale ont eux aussi exprimé leur désaccord. À l'issue de la réunion, le texte du communiqué est entré dans un processus silencieux selon les propos d'un diplomate cité par RFI. Les pays membres des conseils paix et sécurité négocient depuis le 14 août ces termes exacts, car il s'agit selon la source d'un document qui les engage collectivement. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé ce 11 août 2023 ses vives préoccupations concernant la détérioration des conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum, jugeant inadmissible son traitement par les autorités militaires qui l'ont renversé le 26 juillet. Dans ce même communiqué, Moussa Faki Mohamed exprime son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a décidé le 10 août 2023 d'activer et de déployer une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO vont se réunir ce jeudi 17 et vendredi 18 août au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon l'agence France Presse. Restons au Niger où 17 soldats ont été tués. 17 soldats nigérians tués, vous l'avez dit, 20 autres blessés dans une attaque de djihadistes présumés. Attaque perpétrée hier près de la frontière entre le Mali et le Niger. Un détachement des forces armées nigériennes en mouvement entre Boni et Torodi a été la cible d'une embuscade aux abords de Koutougou. Au Mali, c'est la grogne sociale. Plusieurs organisations syndicales dénoncent des grèves ou annoncent des grèves dès la fin de ce mois. Des préavis ont été déposés alors que le Conseil des ministres a adopté hier un texte instituant le Conseil national du dialogue social. Zanga Abdoulaye Ouattara nous en dit plus. Les syndicats des travailleurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et ceux des affaires étrangères indiquent que cette décision fait suite à un moratoire de 3 mois observé en réponse au temps demandé par le gouvernement. Ces deux syndicats exigent la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement accordées au personnel des deux ministères et l'effectivité du mouvement diplomatique. La coalition prévient qu'en cas de non-satisfaction de ces doléances, la grève de 72 heures débutera à partir du 30 août prochain. Elle menace de reconduire son mot d'ordre de grève autant de fois que nécessaire jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Par ailleurs, la plateforme des syndicats de la santé du Mali exige l'adoption du projet de statut des agents de santé, la création de passerelles entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur, le paiement des arriérés des billes appartenant entre autres. Faute de satisfaction, une première étape de grève est prévue du 28 août au 1er septembre, une seconde du 6 au 8 septembre et une troisième du 14 au 15 du même mois. RFM Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara. Et puis Suleiman, nous reparlons de la Seconde Guerre mondiale. 84 ans après, près de 50 corps de soldats allemands vont être exhumés dans le département français de Corrèze. Des recherches qui ravivent le très douloureux souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Cela fait suite aux révélations d'un ancien maquisard. Les autorités françaises ont donc souhaité exhumer les corps de ces soldats allemands et exécutés pour les remettre à leur pays. Merci Seydou Nourou. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la gestion de la crise de l'immigration clandestine par les autorités sénégalaises et au-delà
par toute la sous-région ouest africaine. Et pour en parler, nous serons avec Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, et Adama Mbeng, président d'Action pour les droits humains et l'amitié. L'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Basketball masculin, le tournoi de pré-qualification olympique se poursuit à Lagos. Dans le groupe B, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, affronte pour son premier match le Cameroun. C'est à 17h, les Lions indomptables qui avaient battu hier la République de Guinée par 104 à 74. Dans le groupe A, le Nigeria, battu hier par le Mali, est éliminé. La première place donc du groupe va se disputer entre le Sénégal et le Mali. Sera demain jeudi à 17h. Deux équipes qui sont très souvent rencontrées, mais en faveur du Sénégal. Sur le Tchama. Après leur victoire d'entrée dans ce tournoi pré-qualification olympique, le Sénégal et le Mali vont s'affronter ce jeudi pour la première place du groupe A. Un match qui sera âprement disputé selon le technicien Madien Fall. Le Sénégal donc a ses chances à faire valoir pour gagner donc cette rencontre-là. Si on joue à l'intérieur comme on l'a fait donc la fois passée, il n'y a pas raison vraiment de s'inquiéter. Il faudrait vraiment qu'on meneur aujourd'hui à la personne donc de Branco Badio puisse donc prendre le tempo donc des matchs et faire donc des choix utiles. Le meilleur de jeu donc c'est la tête pensante de l'équipe. Si vraiment il passe à côté donc ça risque donc d'impacter donc l'ensemble donc des groupes. Mais on a vu vraiment la fois passée l'équipe du Sénégal donc combative. Dans cette équipe malienne, la plupart donc des joueurs ont eu donc à jouer donc la balle. Et cette équipe donc s'était qualifiée donc en demi-finale à la place donc des joueurs comme Alou Diarra et les Berthet. Ce sera donc un match extrêmement disputé. Mais je dis que si donc le Sénégal joue son basketball, il n'y a pas raison vraiment de s'inquiéter. Sénégal-Mali reste un derby ouest-africain. L'Afrobasket chez les dames l'a encore confirmé selon l'ancien international sénégalais Mohamed Diop. Donc je pense que chez les hommes aussi, ce sera aussi un match rythmé. Et je pense que l'équipe sénégalaise quand même est sur une bonne voie. Et le coach Pabigé est en train de faire un excellent travail. Maintenant, ce qu'il faut gérer, ce sont les paniers encaissés. Une équipe jeune, oui, avec des joueurs qui donnent satisfaction, selon Madien Fall, qui a eu à les encadrer en petite catégorie. On a vu vraiment une montée donc des jeunes, en la personne de Amar Silla, qui a fait vraiment un bon match donc la fois passée, à la personne aussi de Jean-Jacques Boissy. On attend aussi l'entrée de Samba Ali Fall, qui pourra donc apporter donc sur le plan défensif. La main de donc de prendre surtout entre les jeunes et les grands. Rappelez que le Sénégal et le Mali sont déjà qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi. Reste juste à déterminer le leader de cette poule A. Et ce sera donc demain à 17h, Sénégal-Mali, Souleymane. Football, les phases nationales de l'ONCAV jouent leur troisième journée. C'est à Kaffrine, au stade municipal, à 15h cet après-midi. Khandalou de Kaffrine qui affronte Bokudjom, une équipe de Kaffrine également. 17h, Tessito de Fatick contre Ngelemou de Kaffrine au stade municipal de Malemodar à 15h. Magdan de Kaffrine qui affronte Forage Paos-Koto de Kaolack. 17h, Marbat de Louga fera face à Kansala de Sédhiou. Dans la poule E au stade municipal de Koungheul à 15h, Walidan de Kaffrine qui joue contre Yego de Diourbel. 17h, Walidan de Thiès, Ayo de Matam. Et puis dans la poule H au stade municipal de Birkilan à 15h, Diamono Wanar de Kaffrine, Alliance Atlantique de Dakar. Campement Guéo de Kaolack qui joue contre Gounas de Tambacounda. Hier, l'ASC Boko Khalat de Dakar a battu 2-0 l'ASC Diamono de Fatick, une victoire qui permet donc aux Dakarois de se qualifier en 8e de finale. Je propose de suivre leur entraîneur, il s'appelle Bamba Ndiaye, il est au micro de Ndeye Awabey. Nous savions parfaitement que ce match n'allait pas être facile, raison pour laquelle nous avons fait l'impossible pour gagner, car l'ASC Diamono de Louga et l'ASC Boko Khalat de Dakar avaient le même nombre de points. Donc il fallait que l'on gagne coûte que coûte ce match pour sortir premier. Nous l'avons préparé avec sérénité. En Europe, on joue ce soir la finale de la Supercoupe. À 19h, Manchester City affronte le FC Séville, une rencontre qui oppose donc le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de l'Europa League. Ce sera donc une grande première pour les Citizens qui font face au FC Séville, habitués de cette compétition. Avec 6 finales disputées, une seule remportée, ils vont donc jouer leur 7e finale. Lionel Messi, lui, s'épanouit aux États-Unis. L'attaquant argentin a encore marqué hier nuit pour l'Inter Miami qui a battu Philadelphie par
par 4-1, 9e but de la Pulga en 6 matchs joués, 6 matchs de League Cup qui opposent donc les meilleurs clubs d'Amérique du Nord et du Mexique. L'Inter Miami qui va affronter en finale Nashville, ce sera la 42e finale dans la carrière de Léo Messi. La Coupe du Monde féminine avec l'Angleterre qui a rejoint l'Espagne en finale. Les championnes d'Europe en titre ont éliminé en demi-finale l'Australie, pays hôte, 3-1. Finale inédite donc entre l'Espagne et l'Angleterre samedi à 8h temps universel. 2 sélections qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde féminine. Karaté, l'équipe nationale est arrivée au Maroc ce matin. La délégation est composée de 17 combattants, cadets, juniors et seniors, hommes et dames. Ils vont donc participer au championnat d'Afrique de karaté qui démarre ce jeudi, demain donc à Casablanca. Et l'honneur aux cadets qui vont donc ouvrir le bal. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions, Suleiman. Merci Youssouf Bodian. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Encore un drame de l'immigration irrégulière. Cette fois-ci, c'est Fasboy qui en paie le prix fort. Une pirogue partie de cette localité située à Thiès, voilà plus d'un mois retrouvée au large du Cap-Vert. Près de 60 migrants disparus, constate à Manchette le Témoin. 7 décès dénombrés, 38 survivants. Cap-Vert, la mort bûcheron du coup, le quotidien. Le journal Tribune qui force le trait avec le nombre 63 écrit que Fasboy est décimé. Vox Populi relève qu'après plusieurs jours de dérive, la pirogue portée disparue depuis le 10 juillet est retrouvée enfin avec beaucoup de morts à bord. Le journal se demandait alors si Fasboy n'était pas devenu finalement le nouveau terminal de départ. Au chapitre des drames toujours, dans nos journaux, ce matin, Libé fait focus sur les premiers éléments de l'enquête dans le dossier de l'enfant de 5 ans retrouvé mort à Sam Notaire. Le confrère souligne que le corps sans vie du petit Falilou a été découvert sur la terrasse de la maison. Les premiers constats révèlent une mort très violente, contrairement à la rumeur toujours évoquant l'interpellation de sa belle-mère. Aucune arrestation n'a été enregistrée jusqu'à hier soir. L'observateur parle d'horreur. L'enfant a été égorgé. Il a été profondément poignardé à plusieurs reprises. L'Obs informe que l'enfant vivait dans un appartement avec son père, taximan de son état, absent au moment des faits, et 2 de ses frères aînés. Le commissariat de police de Guédiawaye a ouvert une enquête. De gros soupçons pèsent sur l'ex-épouse du père de la victime. L'Obs qui enchaîne en manchette sur la disparition à Guédiawaye, disparition mystérieuse de Mama Koundoul. Le journal note que Mama Koundoul n'a pas fait signe de vie depuis lundi dernier. Enceinte de 9 mois, la grossesse est arrivée à terme le 8 août dernier. Le journal affiche l'inquiétude de la famille et pointe la thèse du kidnapping. Son mari, établi en Espagne, aurait reçu un appel du ravisseur. Ce dernier aurait menacé de la tuer. Il lui aurait dit « Je t'avais dit que tu ne verras plus ta femme ni l'enfant qu'elle porte ». Une piste qui pourrait intéresser les enquêteurs de la gendarmerie de Kermassar déjà sur le dossier. Le dossier santé d'Ousmane Sonko en grève de la faim, vous le savez, toujours interné à l'hôpital. Un de ses conseils, Maître Ciré Clédorli, tire la sonnette d'alarme dans Vox Populi. Son état de santé se détériore de plus en plus. Ousmane continue de refuser tout soin, toute prise d'aliments ou la plus petite goutte d'eau, confie de son côté Maître Khourechiba, qui dédramatise plus loin. Il n'en a pas pour autant atteint, selon lui, la cote d'alerte. Il est faible, donc Ousmane est faible, ses forces déclinent à vue d'œil, mais il reste très lucide. Pour Réumi Quotidien, Sonko est dans un état d'urgence sanitaire. Maye Mbodj, vice-président de ex-Pastef, confie à Walf son amertume. On assiste aujourd'hui à un régime de terreur. Seydi Gassama et Aloutine demandent la libération de Ousmane Sonko. L'info parle de plus d'alerte pour éviter, je cite, le pire. Pourra-t-on éviter le pire dans les relations Taha au Sénégal, ex-Pastef? Le pourrissement des relations, en tout cas, inquiète le journal Vox Populi. Ce matin, le confrère parle d'inimitié qui a atteint son paroxysme. Entre déballage et règlement de compte, on ne se fait plus de cadeaux. Dernier tir, celui de Babacar Abambaye, qui révèle que Ngoudambou, le constitutionnaliste adepte des plateaux télé, recevait 1 500 000 francs CFA par mois pour appuyer Yewwi Askan Wi. Oui, appuyer la coalition. Ngouda, très remonté, lui a servi une citation directe. Le journal note que Ngoudambou veut laver son honneur devant le juge politique. Toujours, le candidat de
Benno Bokk Yakaar toujours attendu. L'Obs note que le candidat de Macky Sall, en tout cas, a des urgences sur la table. Reconstruire, remettre l'unité, devoir de loyauté envers Macky, exigence de rupture pour faire neuf, donner de l'espoir. Il a du pain sur la planche. Sud Quotidien lui parle de casse-tête du président Macky Sall qui n'arrive toujours pas à sortir de son chapeau l'heureux élu. Walf constate qu'il est sous pression. L'État du Sénégal qui promet de sévir contre ceux qui ont saboté certaines installations de Sonatel. Le Soleil indique dans la foulée que la police a réussi à arrêter le principal cerveau des attaques organisées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était en juin dernier. Le journal nous dit que MT a été appréhendé pour avoir donc organisé le saccage et l'incendie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur ça, informe que Tom Budge, un des principaux cerveaux des attaques projetées à Dakar, vendredi dernier a été arrêté lui aussi. Il est membre de Frappe France Dégage de Guy Marius Sagna. Et puis sport pour boucler. À la une du journal Record, Ligue des Champions, l'OM sorti par Panathinaikos, Iso Elimane Ndiaye, la grosse désillusion, c'était hier soir. Dans le journal L'Observateur, Baye Mandione de l'écurie Thiaroye Gëm Sa Bopp donne sa parole. Il dit, après sa défaite, qu'il se retire définitivement de la lutte. Cela après 20 ans de présence dans l'arène couronnée de 13 victoires contre 15 défaites et un nul pour 29 combats disputés. Il explique les raisons dans le journal L'Observateur. Bonne nuit à tous. À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Le Sénégal et plus généralement les pays de départ ou de transit des migrants irréguliers ou clandestins gèrent-ils bien ce phénomène? C'est autour de cette question principalement que va s'articuler ce point de vue. Et pour tenter d'y répondre, nous sommes avec M. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Adama Mbengue, président d'Action pour les droits humains et l'amitié. Adama Mbengue, bonjour. Bonjour. Alors, on commence avec vous, Boubacar Seye, sur justement l'information du jour. La pirogue qui était partie de Fass-Boye le 10 juillet dernier et dont on n'avait aucune nouvelle qui a été retrouvée, malheureusement avec une partie seulement des personnes qui avaient embarqué, une centaine. On se retrouve avec 38 rescapés et 7 corps retrouvés dans la pirogue. Quelle est d'abord votre réaction? Voilà, d'abord nous sommes entre malheureusement tristesse et incompréhension face à la recrudescence et la récurrence de ces drames qui endeuillent tout le peuple sénégalais. Nous sommes au scénario où c'est l'Afrique, pour ne pas dire le Sénégal, qui est devenu aujourd'hui ce grand monstre que tuent ces enfants par l'immigration clandestine, du fait de nos pesanteurs socio-économiques et culturelles. Ce nouveau drame devrait aujourd'hui nous interpeller. Ce nouveau drame devrait aussi interpeller la conscience universelle sur ce que devrait être aujourd'hui la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Et aussi, nous en profitons effectivement pour appeler à la responsabilité et au sens de l'honneur. Nous reviendrons sur ces deux questions-là, c'est-à-dire la gestion du flux migratoire, du phénomène migratoire, et votre appel à la responsabilité des différents acteurs. Avant cela, je voudrais laisser l'occasion également à M. Adama Mbengue de nous dire ce qu'il pense de l'actualité, justement, dans ce domaine-là, c'est-à-dire le drame qui s'est produit au large du Cap-Vert avec cette pirogue dont on n'avait aucune nouvelle depuis 35, 37 jours. Tout d'abord, vous allez nous permettre de présenter nos sincères condoléances, de compatir avec
les familles des disparus. Et nous, Action pour les droits humains et l'amitié, on attendait de notre ministre sur le communiqué que nous avons lu, de présenter ses condoléances, de aussi essayer de compatir, de rassurer surtout ces familles-là qui ont perdu leurs fils qui sont des Sénégalais, qui sont aussi d'autres nationalités. D'essayer aussi de les rassurer en disant qu'ils sont en train de mener encore, parce que c'est des disparus, des personnes qu'on n'a pas encore vues, qu'ils vont dépêcher tout cet arsenal-là pour essayer de retrouver ces citoyens-là qui sont disparus. Ce qui nous amène à entrer de plein pied dans le sujet, la gestion de ce phénomène migratoire. Boubacar Seye, vous l'évoquiez tout à l'heure. D'abord, vous appelez à la responsabilité, mais avant cela, quelle est votre évaluation de ce que font nos États, et en particulier le Sénégal, pour prévenir justement le phénomène et tous les autres axes de la stratégie qui est à sa phase initiale actuellement? À part la prévention, il y a la gestion des frontières, la répression contre les convoyeurs, les mesures d'aide, d'assistance, de protection et le retour et l'insertion des migrants. Quelle est votre évaluation de ce qui a été fait jusqu'à présent par nos États et en particulier par le Sénégal? Oui, mais malheureusement, on n'évalue pas, c'est l'heure du bilan. Et je crois qu'aujourd'hui, ces drames devraient nous pousser à faire l'évaluation de tout ce qui a été fait jusque-là dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Maintenant, concernant les États, vous conviendrez avec moi que c'est un dossier qui va à la traîne. Parce que nos États n'ont pas attaqué de façon systémique ce fléau. Je crois qu'il s'agit d'un drame, je parlerai même d'une catastrophe africaine sur un dossier transversal. Il faudra, au niveau africain, nous l'avions toujours dit, que l'Afrique devrait le plus rapidement possible, notamment le Sénégal, qui est aujourd'hui, en termes de migration internationale, un laboratoire de mixité et de migration. Nous parlons de plus de 42% des migrations intra-africaines qui sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal attire. Donc, un pays comme le Sénégal devrait rapidement diligenter alors une conférence africaine sur la question. Ne serait-ce que pour en parler de réponse. J'ai parlé tout à l'heure de contexte mondial, de globalisation, de mondialisation, gestion des flux migratoires dans un monde mondialisé. Mais ce qui se passe, c'est que tout simplement, le monde ne circule pas. Alors, on ne se remet pas en cause. L'Europe, c'est ce qu'elle veut. Aujourd'hui, le mode de gestion est exclusivement réservé à l'Europe qui fixe ses doigts. L'Afrique brille par son absence. Ses enfants se tuent en Méditerranée du fait de l'absence d'initiative de ses dirigeants. Donc, voilà. Donc, tout un tas de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, pour un dossier aussi transversal que la migration, alors nous sommes à ce point-là où c'est la jeunesse qui se tue. Alors, quand maintenant la jeunesse qui est la richesse d'un continent se tue en Méditerranée parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a plus d'espoir, il y a urgence absolue, il y a un problème. Alors, voilà, donc, Adama Meng, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Où faut-il mettre le plus d'accent, d'emphase dans les axes que je viens d'énumérer tout à l'heure? Que faut-il faire pour endiguer ce phénomène? Plus de prévention, plus de répression, quoi? Vous savez, par rapport à la prévention, je dirais qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui ont été faites par l'Union européenne. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés sur cette problématique-là. Et pour rappel, il n'y a pas longtemps, il y a eu validation du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine qui s'est tenu à Dakar le 24 juillet 2023 avec un drame de plus. On voit ces lots-là. Récemment, le 4 vendredi 4 août 2023, il y a eu cet accord-là qu'on va appeler plutôt de l'Union européenne avec le Sénégal, encore une fois, où on a eu à implanter ce qu'on appelle accord de partenariat opérationnel conjoint, qui est chiffré à hauteur de 9 millions d'euros, c'est-à-dire 5 850 000 francs CFA. Donc, malgré tout cela,
Et si je rappelle aussi d'autres chiffres, de 2005 jusqu'à nos jours, 200 milliards qui ont été injectés sur la migration. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de faire l'audit de tout ce qui est argent qui a été mis sur la migration, de voir quels sont les points qui sont positifs, ces points-là, les améliorer, ce qui est négatif, de l'enlever. Mais justement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever d'après vous? Oui, je venais à cela, c'était pour parler, et on a l'habitude aussi de dire il faut des assises. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été faites. Et sur ces rencontres-là, je peux dire la rencontre, autant pour moi, internationale sur la migration de 2015, où il y avait des batteries de solutions. Je vais citer ces batteries de solutions-là. Avant d'y aller, je vais vous parler aussi de 2019, où il y avait eu la loi 2005-06 sur la migration clandestine qui a été revue en 2019. Donc, par rapport à ça, nous, ce que nous pensons qu'il faut faire, d'abord, c'est, comme je l'ai dit tantôt, il faut que nous exigeons de l'Union européenne, d'abord, qu'il veille au respect de la dignité humaine, en intensifiant leurs efforts dans la lutte contre la pauvreté en Afrique, en vue de rétablir un équilibre économique entre le Nord et le Sud. Parce que essayer de gérer cette migration-là en injectant beaucoup d'argent sur la répression n'est pas seulement la solution, l'unique solution. L'autre chose, c'est quoi? C'est de revoir ou même de reconsidérer les accords de pêche. Il y a eu des accords qui sont là et on voit que ce sont les pêcheurs qui essaient qui sont les conducteurs, entre guillemets. Les capitaines de pirogue. Effectivement. Donc, c'est pas quelqu'un à un moment qui ne sait pas conduire ou bien qui peut pas essayer, qui n'est pas un pêcheur, qui va essayer de convoyer ces migrants-là. L'autre chose, c'est les jeunes qui n'ont plus d'espoir. Donc, en ce sens-là, nous demandons au chef de l'État d'avoir une oreille attentive aux préoccupations des jeunes. Ça, c'est important. Alors, l'autre chose, c'est oui, très rapidement, oui. Organisations, je termine sur ça, des organisations ou collectifs de ne pas se nourrir de la migration, mais plutôt de travailler pour la promotion, la protection et le respect des droits des jeunes. N'est-ce pas? Alors, Boubacar Seye, on a bien compris que pour gérer ce phénomène, le prévenir et peut-être apporter des solutions curatives, disons, il faut bien le comprendre. Or, M. Meng le disait tout à l'heure, il a cité en filigrane les principales causes qui poussent les candidats à l'immigration clandestine à prendre la mer. La pauvreté, on s'est rendu compte que à elle seule, elle ne justifie pas justement ce flux migratoire. Les accords de pêche, le déclin des ressources halieutiques non plus. Est-ce que nos États ont bien compris, bien analysé le phénomène pour apporter une solution? Plus précisément, par exemple, est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées par le phénomène, combien de personnes ont tenté de partir, combien de victimes il y a, combien de personnes ont perdu la vie, combien de personnes sont arrivées à destination, combien de personnes ont été retournées, par exemple? Non, absolument. Les États n'ont pas bien posé le problème pour réduire les risques à des proportions. D'où votre proposition d'organiser des assises pour bien en discuter. Il faut impérativement, parce que c'est un dossier transversal dans un pays à tradition migratoire ancienne. Aujourd'hui, quand on fait un survol des théories migratoires, toutes les théories sont facteurs de propension dans un pays comme le Sénégal. De la théorie néoclassique à la nouvelle économie des migrations internationales en passant par la causalité cumulative. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité collective. Donc sur ça, il faudra impérativement un dialogue national sur la question, de façon à poser le problème de façon systémique, dans toute sa globalité, sa complexité et sa transversalité, pour pouvoir quand même avancer en efficacité dans les perspectives de solution. Vous avez parlé tout à l'heure des causes économiques, mais aussi au-delà de ces causes, nous avons nos pesanteurs socioculturels. La notion de TECI, la notion de AMAM. Nous avons parlé de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de décision aujourd'hui. Il faut voir le profil de ceux qui voyagent.
il faudrait la cartographie des zones de vulnérabilité. Qui voyage aujourd'hui? Tout le monde veut voyager. Et même la théorie macroéconomique qui fait qu'un fort différentiel géographique entre l'offre et la demande est facteur de propension dans un pays comme le Sénégal. Donc il faut interactivement un dialogue. Il faudra l'arrivée il faudra du moins mettre tout le monde autour d'une table sans oublier l'arrivée de ces pêcheurs qui est la nouvelle donne aujourd'hui dans cette recrudescence. Je crois qu'on ne peut pas avancer en efficacité s'il n'y a pas de dialogue, si on ne discute pas de façon globale sur un dossier transversal qui est aujourd'hui en train d'enlever tout le peuple sénégalais. Il faut impérativement qu'on s'asseye autour d'une table pour dégager des perspectives de solutions. On vous a bien compris. Merci Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci également à Adam Mbeng, président d'Action pour les droits humains et l'amitié. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'une heure. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, Boubacar Dien à la coordination, à la mise en onde Lamine Sow, Digital Yacine Pouy, à la production Abdoulaye Diop. À 13h, retrouvez Fama Dione pour le